Madame, Messieurs, bonsoir. La propagation du coronavirus au Cameroun inquiète. La semaine dernière, les chiffres ont affiché plus de 5000 nouveaux cas et 77 morts à l'intervalle de 7 jours chrono. Les moyens de transport en commun identifiés comme véritables canaux de transmission de la maladie. Le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, en charge des transports, a pris des mesures spécifiques au secteur. Seulement, sur le terrain, les mesures ministérielles sont restées lettres mortes. On en parle le temps du débrief. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue, madame, messieurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant. Dans le cadre de cette émission, le débrief de l'actualité. Gros plan ce soir sur le secteur des transports. Le gouvernement, dans sa volonté de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus, a pris des mesures spécifiques au secteur des transports. Cependant, elles peinent à être appliquées. Les surcharges ont toujours le vent en poupe. Le port des masques faciales est toujours facultatif, pour ne citer que celle-là. Mesure barrière, la difficile application dans le secteur de transport. On en parle avec 4 invités sur ce plateau déjà bien installé. Je commence par vous, Saint-Merlin Youdom. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir à vous, Arnaud. Bonsoir aux autres panélistes. Merci de nous avoir conviés, parce que je suis là au nom de l'association dont j'ai l'honneur d'être le président. Merci d'avoir pensé à nous et de penser que dans ces échanges-là, nous pouvons apporter une contribution. Saint-Merlin Youdom est président de l'association des victimes de Covid-19. Il est également auteur de ce livre, Sortie du piège de la Covid-19, un préface, un document, un ouvrage préfacé par le docteur Kemme Hélène, un postface de l'artiste musicien Dedi Eyango, un ouvrage que je vous recommande vivement, vous allez le voir. C'est Sorti du piège de la Covid-19. De quoi parle le livre, Saint-Merlin Youdom? Vous racontez votre histoire, votre maladie Le livre est un essai dans lequel je raconte dans la dernière partie mon expérience, mes aventures de Covidé. J'ai baptisé cette partie mes aventures covidiennes. Parce qu'entre les mois d'avril et de mai, j'ai fait la maladie. J'ai connu la phase sévère de la maladie. Je suis allé jusqu'à la détresse respiratoire. J'ai passé 4 jours pratiquement sous assistance respiratoire. Par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti. Et c'est une expérience qui m'a permis non seulement de côtoyer la virulence de ce virus et de cette maladie, mais de faire face également à notre système sanitaire avec ses manquements, ses faiblesses, etc. Donc ça, c'est. Et la motivation d'écrire ce livre, elle vient d'où? Elle est déclenchée par quoi? L'idée était de partager mon expérience et d'interpeller, de sensibiliser. Maintenant, dans les 2 premières parties du livre, j'ai fait également un travail de recherche sur le virus parce que la pandémie est un phénomène inédit pour la société contemporaine. Et au vu de tout ce qu'il y a comme mystère autour de la maladie jusqu'à aujourd'hui, le livre étant sorti en octobre, 5-6 mois après, je suis conforté dans le choix que j'ai fait, celui de donner un certain nombre d'informations sur le virus, sur la pandémie, de porter un regard sur sa gestion dans le monde, l'impact que la pandémie a aujourd'hui sur les relations entre États, sur l'équilibre géostratégique dans le monde, sur tout ce que ça a créé comme malentendu, sa gestion au Cameroun. On se souvient des épisodes tels que l'épisode de survie Cameroun dont j'en parle dans le livre. Bref, c'est un travail de journaliste dans un premier temps et par la suite un travail de malade qui partage son expérience. Alors le prétexte et le contexte de cette émission, vous le comprenez, c'est justement cette pandémie Covid-19. C'est pour ça que j'insiste sur le bouquin, mais surtout il faut dire que vous avez créé une association qui regroupe les victimes de Covid. Qu'est-ce qui pousse cet intérêt assez grand autour de cette pandémie? L'association naît en décembre. Vous avez créé un livre, vous avez créé une association? L'association naît en décembre parce que mon livre bénéficie d'un accueil qui me surprend. C'est-à-dire qu'à peine le livre est sorti, c'est le Gotha politique qui s'intéresse à l'ouvrage. Je suis reçu en audience par le ministre de la Santé publique. Un certain nombre de personnalités me félicitent, m'adressent des courriers. Et même au sein de l'opinion, je suis d'abord
une curiosité. Parce que les gens, jusqu'ici d'ailleurs, il y a beaucoup de sceptiques en ce qui concerne la maladie. Et du coup, je me positionne comme celui qui aide les gens à prendre conscience. Sauf qu'au fil du temps, j'ai comme l'impression que cela ne suffit pas parce que on n'est pas dans une société où les gens lisent régulièrement, les gens s'intéressent plus à moi qu'à mon ouvrage. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait peut-être trouver un cadre pour que ceux qui ont vécu cette triste expérience comme moi puissent s'exprimer et peut-être contribuer à déconstruire un certain nombre de poches de scepticisme qu'il y a au sein de l'opinion jusqu'ici. C'est pour ça qu'au mois de décembre, avec quelques autres malades, on décide de mettre sur pied cette association. Voilà. Alors, Fréjus Souta, deuxième invité de ce plateau, bienvenue. Canal 2, bonsoir à vous, très chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas membre de l'association des victimes de Covid, j'imagine, mais vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Bounia, qui paraît tous les lundis. C'est un hebdomadaire. C'est un hebdomadaire qui a une version en ligne, qui a un site internet, qui a également une version magazine. Nous traitons essentiellement des questions de transport, mais j'aime souvent dire, pour sortir un peu des transports, c'est-à-dire la route... la roue et... Qui est un élément essentiel du secteur de transport. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de voiture sans route. Et puis, généralement, il y a également le bateau, il y a l'avion qui intervient. Donc, ce sont ces éléments qui sont au cœur de notre cible. Et nous sommes heureux d'ailleurs d'être invités sur ce plateau parce que les questions de respect des mesures barrières dans le secteur des transports en particulier sont importantes. Il est dit, clairement dit que le secteur des transports est l'un des plus grands vecteurs du virus au Cameroun actuellement. Donc c'est intéressant pour nous d'être ici pour donner notre avis sur ce sujet. La seule femme de ce plateau, Alvin Assembe, bonsoir. Bonsoir Monsieur Ndefak, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous allez porter la voix du politique sur ce plateau ce soir. Vous êtes militant et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes communicante du même parti. Oui, tout à fait, je suis communicante. Et ce serait avec beaucoup de plaisir que je vais porter la voix de mon parti pour rappeler à nos concitoyens que le Covid-19 existe, il est bien là parmi nous et que nous devons respecter les mesures barrières et faire attention parce que cette maladie, elle est réelle. Jean-Colin Desfossoquin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arnaud Guéfac, bonsoir à mes copanélistes et surtout bonsoir au peuple camerounais qui nous regarde ce soir. Alors, vous êtes un habitué de ce plateau, vous êtes syndicaliste, président du syndicat national des employés du secteur terrestre, du secteur transport terrestre, tout à fait, SINADESTER. Le Sinester. Le Sinester. Tout à fait. Voilà. On ne vous a pas beaucoup vu sur le terrain de la Covid. Vous le dites, et avec raison, hein. Parce que en réalité, nous pensons que quand il y a pratiquement des drames comme ce que vit le monde, il me semble que ce n'est pas essentiellement les politiques qui devaient être pratiquement, n'est-ce pas, au centre des déclarations, ou bien, n'est-ce pas, c'est pas simplement eux qui devaient être pratiquement ceux qui devaient être là pour dire ce qu'on a à faire. Ils devaient peut-être avoir une espèce, n'est-ce pas, de synergie entre les politiques et les relais sociaux, que sont peut-être les syndicats que nous sommes, de sorte que nous puissions les aider à porter le message qu'il faut pour la base. Mais qu'est-ce qui vous manque pour porter ce message? C'est qu'il faut bien qu'on soit impliqué, on soit appelé par les politiques. Maintenant, si Massénanga Lebibé pense que du fond de son bureau, il peut édicter, n'est-ce pas, une norme qu'on va suivre, on l'écoute, tout simplement. Maintenant, si sur le terrain, il y a pratiquement une mauvaise application, la faute ne sera pas la nôtre. Toutefois, nous, en tant que leaders, qu'est-ce qu'on fait dans nos mouvements? On dit aux gars, cette maladie, elle existe. Les preuves sont là, elle existe, cette maladie. Maintenant, protégeons-nous, mettons nos masques. Voyez-vous. Et puis, essayons de dire à nos passagers de mettre leur masque. Fort heureusement, aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas beaucoup de nos camarades qu'on a déclaré être décédés de Covid. On dit merci à Dieu, parce qu'il faut dire que Dieu a été pour beaucoup, n'est-ce pas, dans le salut du peuple camerounais en termes de Covid. Donc maintenant, on se dit, si le gouvernement ne veut pas nous impliquer, on fait l'effort, n'est-ce pas, aussi de participer à cela à notre niveau, parce qu'il y va, n'est-ce pas, de la vie de nos camarades. Voilà.
Messieurs, madame, prenons ensemble la direction du terrain pour prendre le pouls dans le secteur des transports. En ce temps de la pandémie Covid-19, on l'a dit, le transport urbain et les mesures barrières, ce n'est pas le grand amour, comme l'illustre ce reportage que je vous propose de regarder. C'est une signature de Karel Mezatia. À un jet de pierre du carrefour Vombia-Yaoundé ce début d'après-midi, 6 taxis sur 10 sont en surcharge. Ici, on dit qu'ils bâchent. Le port du cache-nez semble facultatif. On compte au bout des doigts les conducteurs et passagers qui l'arborent correctement. Certains préfèrent le garder bien au chaud à côté, sous prétexte que ça étouffe. Donc Dieu a été fou de nous donner de l'air pur. Dieu était vraiment trop bête de nous laisser de l'air pur. Comment tu peux mettre un truc comme ça et tu aspires, tu respires? Non. Là, ça ne donne pas. À la gare routière de la Camère, où embarquent les passagers à destination de Soa, campus de la cité universitaire de Yaoundé 2, on s'arrime au nombre de places requis dans le bus. Nous avions donc décidé, n'est-ce pas, de mettre sur pied un contrôle. Mais le port obligatoire du cache-nez ne suit pas toujours. Vous trouverez des personnes qui sont atteintes d'asthme. Et lorsque vous leur demandez encore de porter le cache-nez, ça devient un problème. Pareils contrevenants seront désormais frappés avec la dernière énergie. Et les conducteurs qui sont appuyés à flagrant délit vont avoir le permis de conduire suspendu. Et en cas de récidive, le permis de conduire pouvait même être retiré. L'article 260 du Code pénal dans son alinéa 1 indique que toute personne qui passe à conduite contribue à la communication des maladies contagieuses dangereuses par l'emprison pour une durée de 3 mois à 3 ans. Aucune excuse pour les usagers de tous les modes de transport, y compris les piétons. Le ministre des Transports se veut ferme. Lorsque les véhicules sont sous-chargés, ça réduit la possibilité de respect de cette distanciation sociale. Également dans la liste, la désinfection des engins roulants. Toutes les administrations, y compris les forces de maintien de l'ordre et de sécurité, vont veiller au grain. Alors, Saint-Mélin Youdom, je commence par vous, le ministre des Transports, dans le sens de la lutte contre la pandémie Covid-19, a rendu public un communiqué le 10 mars dernier. Outre le rappel des mesures d'ordre général, il a institué un certain nombre de mesures spécifiques au secteur des transports. Il était temps, quand on regarde un reportage comme celui qu'on vient de voir. Alors, ce n'est pas une nouveauté, c'est important de le dire, parce que la surcharge en elle-même déjà est une infraction et c'est marqué dans notre arsenal légal législatif depuis longtemps. Maintenant, le 17 mars 2020, le chef de l'État a décrété 13 mesures barrières, parmi lesquelles la 9e concernait justement le secteur du transport. La mesure demandait aux professionnels du secteur de transport par taxi, par bus et par moto-taxi d'éviter la surcharge. Et la mesure stipulait par la suite que les forces de maintien de l'ordre se chargeaient de la veilleront à l'application de ces dispositions. Alors, nous sommes aujourd'hui à plus d'1 an. Les dites mesures n'ont pas été levées, à ce que je sache pas celles concernant la question de la surcharge. On peut se rendre compte que au courant des mois d'avril, de mai et même de juin, jusqu'à ce que l'on allège ces mesures barrières, ça fonctionnait plus ou moins bien. Pourquoi est-ce que ça a arrêté de fonctionner? De notre point de vue, c'est tout simplement parce que les pouvoirs publics n'ont pas jusqu'ici décidé d'accompagner ce secteur, comme bien d'autres d'ailleurs. Parce que si les gens sont habitués à surcharger, à avoir au lieu de 4 passagers, un 5e, quand vous discutez avec ces transporteurs, ils vous disent par exemple, en ce qui concerne le taxi, que c'est ce 5e passager qu'ils prennent qui représente leur bénéfice. Vous comprenez que du jour au lendemain, quand ils ne peuvent plus avoir 5 passagers, ça devient un peu compliqué. Même si on peut questionner aussi leur sincérité, parce qu'au mois de mars, d'avril, de mai et de juin, où 2020, où ça avait été respecté, on n'a pas l'impression que les transporteurs se plaignaient autant que ça. Mais ils ont respecté et ça a contribué à ce que la pandémie recule. Mais
Si on ne le fait pas, la raison qui vient très souvent, c'est que le prix du carburant n'a pas changé, on n'accompagne pas ces mesures. Ça, c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison qui est plus globale et qui concerne tous les secteurs d'activité, c'est que tout ce qui concerne la riposte contre la pandémie de la Covid-19 fait face jusqu'à ce jour à une espèce de scepticisme. Il y a bon nombre de Camerounais qui continuent à se dire que cette affaire n'existe pas, cette affaire est un montage, c'est une affaire d'argent. Et ça perdure parce qu'en face, je n'ai pas l'impression qu'on fait suffisamment ce qu'il y a à faire pour déconstruire ces préjugés-là. Parce que avant d'arriver à la répression, comme on semble le stipuler, le monsieur qu'on a écouté dans le reportage, le responsable du ministère des Transports. C'est le directeur en charge du secteur des transports terrestres. Voilà, la répression doit arriver à la suite de nombreuses campagnes de sensibilisation. Maintenant, si les campagnes de sensibilisation ne fonctionnent pas, si le message ne passe pas, je pense qu'il est légitime qu'on se pose la question de savoir si le message est le bon, et maintenant, c'est le communicant qui parle, si celui qui porte le message est la bonne personne, si la personne qui porte le message est la bonne personne, si la stratégie que l'on met en œuvre pour sensibiliser est la bonne. Donc, c'est un certain nombre de questions qu'on doit se poser aujourd'hui pour mieux cerner qu'est-ce qui se passe dans le domaine du transport. Alvin Assembe, masque obligatoire, surcharge interdite, mise en place du dispositif de désinfection ou de lavage des mains. Comment on devrait organiser le suivi? Ou bien comment on devrait veiller sur le terrain à l'application de toutes ces mesures-là? Alors, M. Ngefak, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, peut-être de rendre hommage à un collègue qui était chef de département de pharmacotoxicologie à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, qui s'en est allé hier de suite de Covid. Et il préparait, parce qu'il a pris son inscription également en histoire, un mémoire de master sur le soutien, l'apport des pouvoirs publics à la recherche en plantes médicinales. Donc on a échangé sur le Covid et c'est avec beaucoup d'émotions et de regrets que j'ai appris son décès hier. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que on ne mettra pas. Il serait difficile de mettre un gendarme derrière chaque Camerounais. Il faut pas qu'on se leurre. Je pense que Monsieur Yudom, c'est vrai, il regrette l'approche communicationnelle adoptée par les pouvoirs publics, mais nous sommes aujourd'hui dans une gouvernance participative. Il y a des initiatives privées qui peuvent accompagner l'État parce que l'État-providence est terminé. L'État ne peut plus tout faire. À votre niveau, au niveau des médias, vous communiquez autour de la Covid. Il est important que nos concitoyens, nos compatriotes prennent conscience du danger que représente le Covid-19. Parler des gens qui souffrent d'asthme, de maladies respiratoires, je pense que c'est des cas résiduels. Mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des covido-sceptiques. Ils pensent que le Covid, c'est un complot. Mais il y a un travail à faire pour les sortir de cette situation, Alvin Assembe. Vous savez, M. Ngefak, sortir des gens qui sont formatés dans une théorie de complot, c'est très difficile. Je ne leur souhaite pas peut-être difficile, de vivre... mais pas impossible. C'est très difficile, pas impossible, mais peut-être que la meilleure voie de sortie pour eux serait de vivre peut-être ce que M. Yudom a vécu. Je ne leur souhaite pas de tomber malade, mais il faudrait qu'ils aient l'un de leurs proches qui est frappé, qui est victime de Covid, pour qu'ils prennent peut-être, pour qu'il y ait une sorte de choc. Il y a également un problème, c'est que à un moment, on avait une communication alarmiste. Et là, les gens ont pris peur, les gens ont pris conscience. L'année dernière, on observait, on est en train de parler du transport aujourd'hui. Les taximens observaient, certains du moins, observaient les mesures édictées. Mais d'autres, une fois qu'on a allégé ce mini-confinement, on voit de plus en plus des surcharges, on voit des gens qui n'ont pas de masque, mais ce n'est pas à l'État, parce qu'il faut voir qu'il y a une dimension économique
que la COVID-19 a créé une crise économique. Donc, il serait très difficile, il ne faudrait pas aussi se leurrer de penser que l'État va prendre des mesures maintenant pour commencer à réduire certaines taxes. Parce que l'État, en le faisant, risquerait lui-même de se mettre dans des problèmes. Je pense qu'ensemble, il faudrait communiquer. Ensemble, nous devons sensibiliser, nous devons faire même un partage d'expériences. Je salue déjà la création de cette association. En moins d'un mois, qu'on parle d'environ 5000 cas actifs au Cameroun, alors qu'on se disait déjà que le Cameroun est en train de presque gagner la bataille contre le Covid, mais ça veut dire que on n'est pas sorti de l'auberge. Il faudrait que... Le rythme est même plus grand ou bien plus rapide que celui de la première vague. Oui, le rythme il est plus rapide encore quand on commence à parler avec plusieurs variantes déjà. Au niveau du Cameroun, on ne souhaite pas ces variantes, on ne souhaite pas toutes ces variantes résistantes parce qu'après, ce serait très difficile. Mais nos concitoyens, nous devons faire l'effort d'accompagner le gouvernement dans ce combat parce que le gouvernement ne doit pas se retrouver isolé. Le gouvernement communiquera toujours. Parfois, le gouvernement a communiqué, a sensibilisé et peut-être au niveau du ministère du Transport, on pense que face au je m'en foutisme habituel des Camerounais, il faut peut-être passer par la répression qui, bien entendu, ne résoudrait pas le problème. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. On va frapper 2-3 entrepreneurs de transport, mais les autres, vous voyez, en fait, il y a quelque chose de... C'est pas dramatique, pathétique. Quand vous observez les taximens, dès qu'ils voient un contrôle de police, chacun met à bord son masque. Et une fois qu'on le traverse, on le retire. On le retire. Là, le Covid est parti. Nous devons prendre conscience que cette maladie existe et que le gouvernement ne peut pas tout faire. Alors, Jean-Colette Desfossoquin, est-ce que des mesures comme celles évoquées tout à l'heure qui entrent dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 et qui concernent le secteur des transports, votre secteur, est-ce que vous attendiez des préalables en termes de sensibilisation ou d'accompagnement ? Dire des préalables, non. Nous sommes, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des relais sociaux. C'est que lorsque un drame comme celui-là survient contre l'humanité, voyez-vous, les premiers à en prendre conscience, c'est ceux qui sont les leaders sociaux. Vous comprenez? Parce qu'en fait, nous sommes au fait de l'action. Nous sommes, n'est-ce pas, au fait des informations. Voyez-vous, lorsque la Covid, par exemple, est arrivée, on a dit à nos camarades, cette maladie, elle existe. Il faut faire très attention. Et on avait des sceptiques, vous comprenez, qui, n'est-ce pas, en regardant pratiquement la courbe, n'est-ce pas, des morts au Cameroun, commençaient à se dire, en fait, même de quoi s'agit-il? Et comparé pratiquement à l'Occident, voyez-vous, on commençait à se dire, mais est-ce que cette maladie, véritablement, là, elle peut vraiment nous agresser tel que cela fait chez les Blancs quand on regardait, par exemple, la courbe? Mais seulement quand on a commencé, n'est-ce pas, à avoir une certaine communication, parce que le gouvernement, à un moment donné, a aussi agressé sur le plan communicationnel. Ça, on a pris peur, comme madame disait. On a commencé, n'est-ce pas, à se confondre. Mais le problème est venu au moment où, en fait, on nous a convaincus que la distanciation physique n'avait rien à voir avec la Covid. Ouais, parce qu'il y avait un choix entre nous supprimer un client pour que nous puissions, n'est-ce pas, respecter la distanciation physique et accompagner les transporteurs. Le gouvernement a choisi, n'est-ce pas, de resserrer les Camerounais. Donc de démontrer qu'en fait, même parce que là, quand il y a derrière, quand on est dans un taxi, derrière, est-ce qu'il n'y a pas de distanciation physique? C'est pas différent de la surcharge de devant. Vous comprenez? Donc, la distanciation physique n'est pas le problème. La surcharge même n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'individu doit être conscient de ce que la maladie, elle existe. Parce que si la maladie, n'est-ce pas, est propagée par des postillons qu'on émet de la bouche, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis pratiquement son masque facial, voyez-vous, on est pratiquement exempt de dispensé de la maladie. Si vous dites comme ça, de la distanciation, qu'allez-vous dire lorsque on remarque que les taximens, par exemple, continuent à porter des gens qui ne portent pas des masques? Écoutez, le taximan n'est pas un policier. Ça, il faudrait le savoir. Donc, le port du masque doit être le fruit de sensibilisation venant, n'est-ce pas, de toutes parts. Voyez-vous, chaque individu doit être conscient de ce qu'il faut mettre son masque parce que cette maladie, n'est-ce pas, se propage par des postillons qu'on émet. Parce que ça, c'est ça la maladie, là, c'est ça la COVID-19. Bon, maintenant, si vous ne mettez pas votre masque, sachez que vous devenez un danger social. Voyez-vous, et dans le taxi, nous disons à nos camarades, évitez même de vous retourner
Parce que quand on émet les postillons, c'est en vous retournant que vous pouvez l'encaisser au niveau du nez. Maintenant, quand vous regardez droit devant vous, vous n'avez pas pratiquement... Donc, il y a une sorte de discipline. Mais il peut avoir des peaux sur la personne, sur la main, et puis ça se transmet aussi par attouchement aussi. Je suis juste en train de vous dire comment nous faisons pour éviter la maladie à notre niveau. Voyez-vous, maintenant, nous ne serons pas là pour des policiers imposant à nos passagers ou à nos usagers de porter forcément le masque. De quoi vous demanderont même de quoi vous vous mêlez. Voyez-vous. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas, de sensibilisation. Donc, le gouvernement, lui-même, à un moment donné, a essayé, n'est-ce pas, de nous dire que, en fait, je préfère protéger l'économie que de protéger la santé. Ça a fait que le discours est devenu tel que, bon, attendez, est-ce que c'est même vrai que cette maladie existe pour qu'on choisisse entre la santé, qu'on choisisse l'économie par rapport à la santé? Voyez-vous, c'est ça le discours. Bon, maintenant, quand expliquez-nous, comment on a fait ce choix? De quoi était-il question? Le problème, c'est quoi? C'est que l'OMS et le gouvernement pensaient que pour, n'est-ce pas, essayer de juguler cette maladie, il fallait, n'est-ce pas, créer une sorte de distanciation physique entre les êtres humains. Il fallait donc supprimer un client à l'arrière du véhicule et refuser systématiquement la surcharge. OK? On était déjà disciplinés à transporter. Mais les 9 mesures, parmi les 13 mesures, il y a effectivement l'interdiction de la surcharge. Mais écoutez, vous pensez que les clients qui sont derrière ne sont pas surchargés? La surcharge ne peut pas être... Ça, c'est... Écoutez, il ne faut pas faire croire que la surcharge est une solution. Non. Parce que déjà, derrière, on est surchargé. Les 3 personnes derrière, est-ce qu'il y a une distanciation physique? Vous comprenez? Donc, la surcharge ne peut pas être le problème pour le gouvernement du Cameroun. Ça, il faut que cela soit clair. Si la surcharge est un problème, alors supprimez donc la personne derrière. Si vous ne le faites pas, donc la surcharge n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est la sensibilisation pour que chaque personne puisse porter son masque. Alors, Frédéric Chouta, pour ces acteurs transporteurs qui, pour beaucoup, cherchent de la pitance pour leur famille, justement, à travers le taxi, comment arriver à concilier le souci sanitaire qui est justement, dans le cadre de la pandémie Covid-19, qui vous impose, par exemple, de laisser un client bon payeur qui ne porte pas le masque, et la contrainte des recettes qui est un peu comme cruciale pour beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, Arnaud, d'abord essayer de recentrer le débat. C'est très bien d'avoir choisi ce thème parce que c'est par le transport que la République est entrée au Cameroun. Vous vous souvenez, le ministre de la Santé publique et le ministre des Transports ont fait plusieurs descentes à l'aéroport de Simalène, à l'aéroport de Douala, pour présenter les mesures qui avaient été prises pour empêcher que la maladie n'entre au Cameroun. Et finalement, c'est par là, justement par les aéroports, que la maladie est entrée. On a importé les premiers cas. Du premier cas, du cas 0 qui était entré, qui avait été retrouvé dans un deuil. Et puis, on avait procédé à une annonce, en tout cas, on avait fait une annonce de fermeture des frontières et il y a eu un retour massif de Camerounais, parmi lesquels certains qui étaient soupçonnés d'être porteurs de Covid, mais les mesures de protection, en tout cas... Ces premières mesures étaient... L'appréhension était bonne pour vous? Non, elle n'était pas bonne, puisque sur vos antennes, vous-même, vous avez fait des reportages où on retrouvait des belles de nuit dans des hôtels avec des Camerounais revenus de l'étranger. Il y avait beaucoup d'activités. Je pense que les pouvoirs publics eux-mêmes ont péché sur ce point en faisant l'erreur de montrer qu'il était possible que des personnes soient exfiltrées de ce dispositif. Il y a des Camerounais qui étaient mis en quarantaine, qui s'étaient retrouvés à l'extérieur. Je me souviens même qu'il y a eu la polémique autour de l'état de santé de M. le Président de l'Assemblée nationale autour de la Covid. Donc, le transport, une fois de plus, est au cœur de la maladie. Maintenant, pour le problème de la recette, la présentation que Collins fait tout à l'heure, pour ajouter un peu de grain à son moulin, c'est qu'il y a eu, à un moment donné de la crise, lorsque le gouvernement a pris des mesures de distanciation, de réduction du nombre de passagers, pas seulement dans les taxis, mais aussi dans les entreprises de transport interurbain de personnes. Il y a eu un moment où les associations syndicales se sont mobilisées pour demander au gouvernement il y a eu l'annonce même de manifestations, demander au gouvernement de les accompagner. Et il y a eu des plateau dans quelques secondes. Et je pense que pour les associations, les questions étaient simples. Baisser le coût du carburant, parce qu'il fallait amortir les pertes liées aux recettes. Le gouvernement, effectivement, avait pris une mesure, je crois, c'était celle de réduire la patente oui, l'impôt libératoire, la taxe à l'essieu. Mais il n'y avait pas de retour sur les recettes. Je me souviens très bien que nous avons fait des reportages
sur des propriétaires de taxis qui, à un moment donné, étaient à bout de souffle et avaient procédé simplement et purement à la vente de leurs véhicules. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Mais revenons maintenant à ma question. Comment est-ce que, parce que demander aux taximens de ne pas faire de la surcharge, c'est de leur demander de réduire leurs recettes. Comment faire pour concilier ce souci de santé et la réduction de la recette exigée? Le problème reste le même, c'est que pour amener un conducteur, en tout cas un propriétaire de taxi, à sacrifier sa recette pour les besoins de santé, il faut très bien que lui-même comprenne que les besoins de santé qui sont présentés sont réels. Et lorsqu'on va dans les centres de traitement, je prends l'exemple de Orca que j'ai régulièrement fréquenté, on se rend compte lorsque les décédés sortent du centre que les familles accusent purement et simplement le personnel médical d'avoir tué leur fils. Donc il y a un discrédit à l'envers du personnel de santé autour de cette maladie. Il y a des Camerounais qui pensent que lorsqu'ils sont malades aujourd'hui, il ne faut pas aller à l'hôpital. Donc les transporteurs, de manière générale, ne se sentent pas vraiment concernés par cette maladie. Et donc, les mesures qui sont prises par le ministre, lorsqu'il a pris les mesures, il est allé sur le terrain, on l'a vu dans des taxis en train de menacer certains. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour le faire. D'ailleurs, de mon point de vue, depuis que la crise est arrivée au Cameroun, ça fait bientôt un an, Semelin l'a rappelé, le ministère des Transports n'a pris aucune mesure qui a permis de réguler la maladie. Aucune mesure aujourd'hui n'a effectivement eu un impact. Est-ce que les mesures du 10 mars dernier ne portent pas quand même une bonne intention du ministère des Transports? Si on doit juger l'action gouvernementale sur l'intention, on donnerait 10 sur 10. Mais la mesure est prise. Maintenant, il faut bien que les Camerounais ne tombent pas malades. Il faut que celui qui a investi pour acquérir un véhicule et pour faire nourrir sa famille, qu'il puisse également rentrer dans ses frais, parce que même la Covid dont on parle nécessite de l'argent pour être prise en charge en attendant qu'on ne soit évacué dans les centres spécialisés de traitement. Donc, ce que vous avez appelé la balance entre le coût, entre la nécessité de protéger la santé et la nécessité de réduire la recette, ce n'est pas encore, on ne peut pas l'épuiser. Alors, Semelin vous demande, dehors de la bonne intention, comme je parlais tout à l'heure, et la bonne volonté du gouvernement via ces mesures édictées, est-ce qu'un ministre comme celui en charge des transports a les moyens pour contraindre les acteurs du secteur à l'application de ces mesures? Alors, les moyens, il ne les dispose pas tout seul. C'est-à-dire que quand un ministre entreprend quelque chose, il doit solliciter les autres ministres, c'est-à-dire que le ministre des Transports doit pouvoir solliciter, par exemple, la délégation générale à la Sûreté nationale, il va pouvoir solliciter le secrétaire d'État à la Défense, il doit être en mesure de solliciter les autres partenaires sociaux. Je pense que Jean Collex de Fossoquin est là, il représente un syndicat, mais il y a un élément de base qui est fondamental. Et je crois que les téléspectateurs ont constaté que ça revient dans toutes les prises de parole. C'est une opinion qu'il faut déconstruire. Je regrette que le docteur Assemé estime qu'il faut peut-être laisser les gens, s'ils ne veulent pas comprendre. Je trouve cela un peu irresponsable parce que je pense que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics de se battre pour déconstruire cette opinion-là. Je n'ai pas l'impression que les pouvoirs publics aient suffisamment épuisé toutes les cartes en leur possession. Et donc, à partir de ce moment, il est peut-être important qu'ils se ressaisissent un tout petit peu. Voyez-vous, nous, au niveau de l'association, nous avons par exemple mené une activité le 17 mars dernier. Nous avons choisi sensibilisation. Voilà, une action de sensibilisation. Nous avons choisi cette date parce que pour nous, c'était une date symbolique, en faisant allusion à ce fameux 17 mars 2020 où le chef de l'État, à travers le Premier ministre, est monté au créneau. Et nous avons décidé de sillonner les artères du quartier administratif de Yaoundé. Et nous avions des conducteurs de transport en commun, à bord des taxis, à bord des voitures personnelles, qui, voyant nos polos aux effigies de l'association des victimes, certains s'arrêtaient pour nous demander de quoi il s'agit. Et le seul fait qu'on leur dise que nous sommes des malades, nous avons été victimes de cette affaire, on a vu quelques-uns qui ont garé au coin pour acheter un masque. Parce que, pour eux, le fait de se retrouver devant des gens qui leur expliquaient que cette affaire existe, voici ce que nous avons vécu, contribuait à
déconstruire, peut-être partiellement, peut-être pour ce moment seulement, mais tout au moins, ça les rassurer de ce qu'il n'est peut-être plus important de rester figé sur cette perception de complot que revêt la maladie selon beaucoup de personnes. Mais non, il est urgent qu'il y ait une coordination gouvernementale, mais que les pouvoirs publics s'ouvrent aussi aux autres composantes sociales. D'ailleurs, nous l'avons dit dans le dernier communiqué que nous avons publié, le 25 mars dernier, nous appelions justement les pouvoirs publics à s'ouvrir et à associer dans la stratégie de lutte, dans la stratégie de riposte, toutes les prenantes dans la lutte. Je pense que tout cela contribuerait à donner plus de poids prise comme ça. Alors, Alvin Assembe, des décisions pour des raisons de santé, on imagine, très importantes. Est-ce que vous comprenez pourquoi les usagers et même les acteurs du secteur de transport peuvent être aussi réticents? Déjà, je voudrais rappeler mon propos. Je n'ai pas dit que on doit laisser les gens ne pas arborer leur masque. Non, j'ai dit malheureusement, c'est le constat, parce qu'ils sont sceptiques. Et peut-être qu'il y a également des problèmes financiers parce que le masque a un coût. Maintenant, les laisser... Alors, je ne pense pas. Il y a d'abord quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'économie du transport au Cameroun, elle est surtout structurée de façon informelle. On peut l'arranger encore au niveau du niveau de vie. Il est très difficile de le faire. Ça peut permettre d'éviter cette cohabitation entre... le non-respect de la distanciation. Non-respect de la distanciation, même encore. Deux personnes, même déjà, derrière, c'est pas moi, j'appelle pas ça surcharge. Si c'est un taxi, si c'est un véhicule de 5 places, 3 personnes derrière, c'est normal. Le taximan vous dira que, le chauffeur de taxi vous dira que c'est normal. Même comme lorsque on a fait un confinement, d'action, tant au niveau du gouvernement, parce que le ministre des Transports, comme mes prédécesseurs l'ont dit, ne saurait prendre des initiatives sans s'en référer au ministre de la Santé publique, sans s'en référer au délégué général de la Sûreté nationale et au secrétaire d'État chargé de la Défense, chargé de la gendarmerie. Il serait très, très, très difficile. Donc, au niveau du gouvernement, il faut d'abord cette concertation. Maintenant, étant donné qu'on est dans une gouvernance participative, les partis politiques, ici, moi, je représente un parti politique, les partis politiques ne doivent pas seulement appeler leurs militants pour leur dire « allez prendre des inscriptions pour les prochaines échéances électorales ». C'est le moment, les partis politiques contribuent au développement d'un pays, c'est le moment au cours duquel les partis politiques doivent sensibiliser. Et nous, au RDPC, c'est ce que nous faisons. Vous avez vu d'ailleurs que le 24 mars n'a pas été célébré avec faste comme on a l'habitude de le faire, parce que la consigne était d'éviter les regroupements. Les partis politiques doivent faire cela. Les autres organisations de la société civile doivent faire cela, bien entendu en concertation avec le gouvernement, parce qu'il ne faut pas, on n'est pas quand même dans un anarchisme, dans l'anarchie, on ne vit pas dans l'anarchie. Nous sommes un pays qui a à la tête duquel il y a des responsables. Le plus important aujourd'hui, c'est la prise de conscience des citoyens. Quand je vous prenais l'exemple de ceux-là qui enlèvent leur masque après un contrôle, moi je fais chaque semaine le voyage, la route Yaoundé-Douala. Une fois que vous dépassez le contrôle de gendarmerie de Mbankomo, les gens retirent leur masque. Alors, il serait très difficile, il n'y a pas un autre contrôle à Boumniébel. Non.
Et les gens pensent que, en fait, on a dépassé cette contrainte administrative. On peut continuer le voyage sans souci. Il faut que les Camerounais eux-mêmes prennent conscience de la maladie. Et pour une fois, on peut accompagner, il faut des initiatives par le bas, au lieu d'attendre forcément des initiatives par le haut, qui ne sont pas toujours productives, des initiatives par le bas. Il faut, faites l'expérience, sensibiliser quelqu'un qui a retiré son masque dans un bus, mais c'est carrément des injures. De quoi je me mêle? Est-ce que cette maladie existe? Et si je meurs, est-ce que c'est votre problème? Malheureusement, c'est ce à quoi on est confronté. Et je le redis encore, l'État-providence est fini. Le gouvernement ne peut plus tout faire. Ensemble, nous devons barrer la voie au Covid-19. On voyait dans une chaîne concurrente, pour ne pas la citer, la télévision nationale, on égrène l'État, la situation au jour le jour. À un moment, cette communication alarmiste-là, elle a fait non seulement prendre conscience de ce que les gens mouraient réellement, mais elle a également fait peur. Il faudrait peut-être encore une autre forme de communication alarmiste pour que les gens prennent sans leur faire croire que une fois qu'on contracte le Vous rejoignez finalement Saint-Merlin qui pense qu'il y a un problème de communication. Je pense qu'il n'y a pas un problème de communication. Je pense que elle doit s'accentuer. Elle doit se multiplier. Elle doit se diversifier. C'est pas forcément un problème de communication, mais elle doit se diversifier. Le Covid aujourd'hui, ça concerne encore les zones urbaines. Allez dans les zones rurales, les gens vous diront que chez nous il n'y a pas le Covid. Alors Jean-Colin Desfossoquin, alors ne pas appliquer ces mesures-là, vous mettez ça dans quel panier? Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est de l'ignorance? Ou bien c'est tout simplement de la défiance assumée des acteurs de transport? En réalité, c'est que le gouvernement communique mal. Il faut le dire. Le gouvernement implique moins les relais sociaux. Vous savez, ça, vous l'avez déjà dit. Oui, je répète pour que vous compreniez en réalité pourquoi même certains vous diront que cette maladie n'existe pas. Vous comprenez? Parce que lorsque, par exemple, une maladie surgit et qu'on a l'impression qu'une seule personne veut s'en accaparer et avoir la solution seule, la solution infuse seule, être le seul à pouvoir, n'est-ce pas, porter les stockades contre la maladie, ça devient un problème. On se dispute presque, n'est-ce pas, la maladie. OK? Vous voyez, par exemple, tout un prélat vous dit cette maladie existe et j'ai la solution. Vous avez une dame qui arrive et vous dit cette maladie existe, j'ai la solution. OK? Jusqu'à ce jour, vous ne voyez pas un discours cohérent entre l'État et la pharmacopée locale. Pourtant, le chef de l'État lui-même a essayé, n'est-ce pas, d'apporter un discours favorable à cette pharmacopée locale-là. Vous comprenez? Est-ce qu'on entend Monseigneur Cléda? Est-ce que vous entendez Madame Goulbetara? Vous ne l'entendez pas beaucoup. Vous comprenez? C'est toutes ces personnes-là. Maurice Payou? Oui, c'est toutes ces personnes-là ensemble. Vous comprenez? Qui devaient nous démontrer qu'en réalité, il y a un effort global qui est en train d'être fait pour porter les stockades, n'est-ce pas, à cette maladie-là. Finissez maintenant par la réponse à ma question. Oui. Est-ce que le fait de ne pas appliquer ces mesures édictées par le gouvernement, dans quel cadre vous mettez? Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est de l'ignorance? Ou dans votre secteur, vous avez tout simplement voulu défier et assumer? Écoutez, nous ne sommes pas inconscients. Nous ne sommes pas ignorants. Nous ne défions personne. Ce que nous faisons, c'est qu'on porte le masque. Mais sauf qu'il y a pratiquement une réalité qui existe. Le reportage nous a montré que non, il y en a qui font un effort pour porter le masque. Ce n'est pas tout le monde qui porte le masque. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais maintenant, je dois dire, nous ne sommes pas inconscients, nous ne sommes pas ignorants. Nous sommes simplement en train de nous dire, le remède de cette maladie-là existe. OK? Amenez-nous, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, accéder à ce médicament-là. Vous comprenez? Et aujourd'hui, comme un refus, n'est-ce pas, d'associer. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la COVID-19 n'est plus un problème. Parce qu'au Cameroun, on vous dit, tout un prélat vous dit, j'ai le médicament. Pourquoi dois-je être encore dans la psychose? Mais ça ne m'empêche pas de porter mon masque quand j'arrive dans un milieu, parce qu'il ne faut pas seulement que je me soigne, il faut déjà que je me protège au départ. Donc moi je dis, je persiste à dire, nous ne sommes pas inconscients, nous ne sommes pas ignorants, il y a simplement qu'il faut bien qu'on puisse davantage sensibiliser ce qui n'a pas été fait. Il y a des gens qui s'en sont appropriés la maladie, bien, on les regarde, mais à notre niveau, on fait l'effort pour que les camarades puissent éviter cette maladie. Parce que si vous en êtes victime, bien,
j'espère que vous serez pratiquement... vous arriverez vite à Cléda. Ou bien vous arriverez vite au médicament de Mme Goulbetara, parce que ce n'est que le gouvernement... Madame Payou, c'est le médicament qui... Bon, en disant Goulbetara, ça se comprend très vite. Sinon, nous ne sommes pas sûrs qu'en tant que taximan, on aura accès au lit. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on évite ça, cette maladie-là, c'est ce que nous disons. Est-ce que vous, Frédéric Soutaki, discutez généralement avec ces acteurs du secteur de transport, est-ce que vous comprenez le souci de ce manque à gagner que les transporteurs refusent d'assumer seuls? Monsieur Ngefak, c'est une très bonne question. Parce qu'il, effectivement, montre une certaine frustration. En 2020, le Cameroun avait budgétisé 4 milliards de francs CFA pour l'acquisition des véhicules. Avril, les frontières ont été fermées. Les missions à l'extérieur ont été suspendues. Le budget prévu en 2020 oscillait autour aussi des mêmes 4 milliards. Il y a un solde qui est resté, qui n'a pas été reversé dans le budget de cette année, qui aurait par exemple permis de mettre à la disposition des transporteurs pour amortir les pertes. Je voudrais aussi vous dire que la prise en charge de cette pandémie Covid-19 au gouvernement, ce n'était pas prévu dans le budget de l'État, mais qui finalement a consommé beaucoup d'argent. Effectivement, ça n'était pas prévu dans le budget du gouvernement. 2020, ce n'était pas prévu dans le budget du gouvernement. Il y a eu une révision. Mais il y a eu une circulaire du président. Effectivement, il y a eu une circulaire du président de la République qui portait pourtant révision du budget de l'État. Il y a eu des coupes dans les plus gros budgets. Je pense que le ministère des Travaux publics... Y compris dans ces acquisitions dont vous parliez tout à l'heure. Pas du tout. Le ministère des Travaux publics, par exemple, qui est l'un des plus gros budgets de l'État, a subi une coupe de 67%. Il y a eu d'autres départements ministériels qui ont subi des coupes. Le ministère des Transports lui-même s'est retrouvé avec, je crois, 3 milliards sur les 13 qui étaient prévus. Donc, il y a eu une réduction budgétaire qui a été perçue dans l'enveloppe globale pour financer l'effort de lutte contre la Covid. Mais les missions, les frais de carburant, l'acquisition de nouveaux véhicules, ça n'a pas été réaffecté. Donc, c'est un budget qui aurait pu purement et simplement être mis à la disposition des transporteurs pour amortir leurs coûts. Il y a eu bis repetita en 2021, parce qu'on voit très bien que même si le Cameroun a maintenu ses frontières ouvertes, c'est désormais compliqué pour les Camerounais d'aller à l'extérieur pour des missions, pour des séminaires, pour des formations, parce que les autres pays ont fermé les frontières. Aujourd'hui, en Europe, on est en train de parler d'un passeport vaccinal. Donc, on voit très bien que le laisser-aller qui était là avant a diminué. On estime aujourd'hui à un peu plus de 60% le volume de sorties à l'extérieur qui a été réduit. C'est de l'argent qui était censé être dépensé, qui n'a pas été dépensé et qui peut très bien servir à supporter les acteurs. Je le dis ainsi parce que la question de la réduction du carburant reste sensible, parce que l'État est un peu plus compliqué. Et un peu plus compliqué, même si le baril du pétrole sur le marché mondial est en train de faire des yo-yo, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui avec les transporteurs qu'on observe ça. Même avant, quand le baril était à moins de 40-30 $, on a observé ça. Je pense que les transporteurs sont un peu frustrés. Moi qui les côtoie au quotidien, je le constate. Ils sont d'autant plus frustrés que le gouvernement avait annoncé un certain nombre de mesures. Je me rappelle la prime à la casse qui avait été annoncée. On disait que vraiment les taxmen, par exemple, qu'on allait mettre à leur disposition des facilités pour acquérir des véhicules neufs et mettre ceux qui sont aujourd'hui à la casse. Ça n'a pas été fait. Quand on va dans le secteur du transport interurbain de personnes, vous observez qu'ils montent en gamme, ils achètent des véhicules aujourd'hui neufs de plus en plus chers, de très haute gamme. Ce sont des dépenses en milliards de francs CFA qui ne sont pas amorties. Alors, Saint-Mélin Youdom, l'âme de sensibilisation, on vous a par exemple vu dans le cadre de votre association, vous en parliez tout à l'heure, dans les artères de la ville, sensibiliser les citoyens. Est-ce que les transporteurs font partie de vos cibles? Oui, bien sûr. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure que le 17, ils sont nombreux qui s'arrêtaient carrément pour voir ce que nous faisions, parce que nous étions une quinzaine de membres de l'association et de bénévoles aux couleurs aux effigies de l'association, avec des polos bien estampillés, Association des victimes de la Covid. Et je peux vous garantir que
à chaque fois que les gens s'arrêtaient pour qu'on mette à leur disposition un tract et qu'ils lisent l'association des victimes de la Covid, ils mettaient 30, 45, 1 minute pour nous écouter. C'est très important. Je tenais aussi à dire que le sujet en débat aujourd'hui, on peut faire le même dans la plupart des secteurs d'activité de notre société. Parce que vous regardez le secteur de l'hôtellerie, il a énormément de problèmes en ce moment. Vous regardez un autre secteur dont je suis plus ou moins proche, le secteur d'événementiel, il est carrément mort. Et vous imaginez que c'est un secteur qui abrite près de 200 corps de métier, le secteur d'événementiel. Alors, on demande aujourd'hui aux gens de ne plus organiser des spectacles, alors qu'il y a quelques semaines seulement, le ministère des Arts et de la Culture exigeait qu'on paye les licences à 2 millions de francs pour certaines structures et 4 millions pour d'autres. Le lendemain, on leur dit plus de spectacles, même s'il y a, et c'est la curiosité, quelques personnalités qui accompagnent quelques projets dans un contexte aussi délicat que celui-ci. Suivez mon regard. Mais le problème est global. Le problème est global. La solution, de notre point de vue, au niveau de l'association des victimes de la Covid, est qu'il est important aujourd'hui que les pouvoirs publics se ressaisissent. On parle bien des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics s'ouvrent. Il y a par exemple la question de la gestion de cette pandémie. Nous faisons le monitoring chaque jour de ce qui se dit, ce qui se raconte autour de la pandémie. Ça revient très souvent. Et puis, nous sommes obligés de rappeler à chaque fois notre rôle n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on dépense pour faire ci ou ça. Nous sommes nés pour essayer de sensibiliser, pour accompagner ces pouvoirs publics. Mais tant que les gens continuent à croire qu'il y a une caisse destinée à la lutte contre la pandémie qui sert plutôt à autre chose, tant que les gens continuent à le croire. Avoir ces considérations. Avoir ces considérations, vous comprenez que c'est difficile. Est-ce que contrairement à ce que disait par exemple Jean Collins, l'accompagnement, est-ce que vous, dans le cadre de l'association, vous avez un accompagnement? Non, et je le dis en regardant les caméras parce qu'il nous est revenu ces derniers jours que des choses avaient été faites en notre faveur et nous n'avons pas mis sur pied l'association pour attendre un quelconque accompagnement. Cependant, si nous pensons que nous avons la capacité de poser un certain nombre d'actes et de contribuer à cette mission, qui est une mission de service public à laquelle les pouvoirs publics sont dévolus, mais aussi les composants des autres composants de la société, parce que Alvin a semé. Mais l'accompagnement peut être sollicité. Ça veut dire que vous pouvez organiser une conférence, vous sollicitez les experts du ministère de la Santé. Alors, vous pouvez organiser une conférence, vous sollicitez les experts du ministère des Transports, nous sommes ouverts, parce que tout ce que nous faisons, nous tenons à informer les pouvoirs publics. Et ça, je lui dis pour assurer le docteur Asselineau, nous informons les pouvoirs publics, nous sollicitons toutes les autorisations, nous adressons des correspondances à qui de droit pour lui dire voici ce que nous faisons. Le rapport, par exemple, de la journée de sensibilisation du 17 mars est prêt. Donc, dès demain, il sera ventilé et mis à la disposition de vous, la presse, qui nous accompagne. D'ailleurs, je tiens à remercier Canal 2 International qui a toujours été à nos côtés depuis que l'association est née. Maintenant, nous estimons que s'il y a la possibilité d'aller plus loin à travers un accompagnement des pouvoirs publics, c'est la bienvenue. Voilà. Monsieur, madame, je voudrais vous amener maintenant, 20 jours après cette mesure du ministre des Transports à explorer la capitale Yaoundé. Ces mesures passent chez les conducteurs de taxi comme de l'eau au dos du canard, mais ils ont leurs raisons. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par Karel Mezatia. Les vieilles habitudes ont la peau dure et ça se confirme encore aujourd'hui. Les surcharges se poursuivent dans les véhicules à usage de taxi, malgré l'interdiction du gouvernement. Nous avons fait le constat en baladant notre caméra dans certains quartiers de la ville de Yaoundé ce début d'après-midi. L'une des mesures barrières pour endiguer la Covid-19, balayée d'un revers de main pour plusieurs raisons. Les Africains sont socialement parlant très proches de l'eau. C'est une tradition africaine. Autre raison, évoquée cette fois-ci par le président national des employés du secteur des transports terrestres du Cameroun. Il se trouve que les Camerounais payent mal le taxi. Voyez-vous, journellement, sur 100 clients, vous aurez facilement 70 qui auraient payé, n'est-ce pas, au rabais le prix du taxi. Ce qui fait que les taximens pensent qu'il faut donc surcharger pour compenser le manque à gagner qui a été produit par certains Camerounais. La deuxième explication, c'est qu'ils disent qu'en fait, quand même ils ne surchargeraient pas, ils sont tenus par le prix du carburant qui est très fort. Voyez-vous, 630 francs le carburant, ce n'est pas évident.
La baisse du coût du litre du carburant pourrait peut-être contribuer à mettre un terme à la surcharge, déjà ancrée dans les mœurs de la population. Dans d'autres pays, le gouvernement subventionne des activités comme le transport urbain par taxi. Donc normalement, l'État devait tout faire pour les aider dans ce sens-là, pas de subventions. Ou bien on peut baisser le carburant pour ceux qui font le transport urbain par taxi à titre onéreux, le transport à titre onéreux. Une main plus ferme des décideurs publics en ce qui concerne spécifiquement les sanctions de tous les usagers qui se laissent aller à cette pratique au risque de se faire contaminer ou infecter son voisin aussi serait d'un grand apport. Il faut que ces amants, qu'on paye les amants. Si on commence à le faire, ce serait une éducation un peu avec la force. Mais il faut aller dans tous les moyens. L'autodiscipline également primordiale dans cette aventure dangereuse avec le coronavirus. Alors, Alvin Nassemé, vous avez regardé ce reportage. Nous parlions de l'accompagnement tout à l'heure de ces mesures ministérielles. Est-ce que, pour vous, il est nécessaire de convoquer la question de coût de carburant? Alors, je pense que le Cameroun, il ne faut pas se voiler la face. Le carburant, au niveau de la sous-région, je pense qu'au Cameroun, le prix est très élevé quand même, alors que nous sommes un pays producteur de pétrole. Mais c'est beaucoup plus le système de production qui justifie également le coût, parce qu'il se trouve que notre pétrole, on extrait, on ne le raffine pas ici pour le mettre en vente directement. C'est parce qu'il y a beaucoup de navettes que le coût du carburant se trouve élevé. Alors convoquer le prix du carburant, maintenant penser, comme je l'ai dit, que le prix du carburant baissera du jour au lendemain, ce serait très difficile parce que ce serait encore construire une nouvelle usine de raffinerie alors qu'on sait que la Sonara même déjà qui ne donnait pas un produit prêt à consommer pour les taxis ou les autres véhicules de transport ne faisait pas cela. Donc il ne faudrait pas, je pense pas qu'il faille voir ça de cette façon-là. Vous savez, il y a dans un autre pays, en France, le président Macron a dit, parlant du Covid, que nous étions en guerre. Et dans la guerre, il y a l'effort de guerre. Et quand on dit l'effort de guerre, c'est que tout le monde doit participer. On ne demande pas aux entrepreneurs de transport de perdre totalement, de faire faillite, mais ils doivent comprendre que nous sommes en pleine récession. Encore qu'il y a des secteurs où beaucoup ont perdu leur emploi. Il y a des secteurs où beaucoup ont perdu leur emploi. Il y a également des secteurs où beaucoup se sont fait de l'argent, de gros bénéfices. Donc, s'il faut, dans cet effort de guerre-là, les entrepreneurs de transport devraient comprendre qu'ils sont également des acteurs. Au-delà de quelques taxes au niveau communal qu'on a pu diminuer pour essayer d'alléger. C'est vrai, ils ne ressentent pas, ce n'est pas forcément le coût du carburant, parce que quand il sera baissé, vous verrez, M. Ngefak, même la dernière fois, quand on a augmenté le prix du taxi, on est parti de 175, 200, 250, encore là, on n'a même pas demandé l'avis du consommateur qui lui souffre. Il faut bien voir qu'on va résoudre un problème pour en créer un autre, puisqu'à la fin, c'est toujours le consommateur qui souffre. Donc, je pense que dans cet effort de guerre-là, tout le monde est appelé à sacrifier un tout petit peu pour que le pays reste debout. Maintenant, le problème, c'est surtout au niveau du transport. On l'a vu dans les reportages, les 2 reportages que vous avez passés, c'est surtout le transport interurbain qui pose problème. Parce qu'au niveau intra-urbain, plutôt urbain, au niveau interurbain, les bus, ils font toujours leurs 5 places pour d'aucuns ou leurs 4 places sans problème. Ça a toujours été cela. Mais par contre, les passagers se faisaient rares. Ça, c'était un autre problème, la rareté des passagers. On va dire un mot sur le transport interurbain. Et maintenant, il y a un autre secteur de transport qu'on semble oublier qui, au moins, a
On peut dire qu'il lutte vraiment contre le Covid, bien que ce soit par lui que le Covid soit entré. Le transport aérien, au niveau des aéroports, il y a quand même tout un dispositif. Désormais, pour sortir du Cameroun, déjà, on exige un test et pour rentrer, on vous fait un test. Donc, il y a déjà au niveau aérien quand même un dispositif qui montre son efficacité. Maintenant, au niveau urbain, là, le problème reste et cela s'explique, je l'ai dit, par la structuration de notre économie. On est là des gens, nous cherchons toujours notre pitance. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Il leur serait très difficile de faire plus que ça. Alors Freddy Chouta, je voudrais qu'on revienne sur cette question de carburant. Les mécanismes de coût des produits d'hydrocarbures sont plus compliqués que ce que pensent les transporteurs. Est-ce que le prétexte ou le contexte s'y est à y penser? Le contexte s'y est, puisque les transporteurs, il faut pas les prendre par le dos de la queue. Ce sont des personnes qui connaissent très bien le mécanisme des coûts que vous avez parlé ici. Et la question avait été portée très bien lorsque le gouvernement et les associations syndicales étaient en train de discuter pour savoir la solution idoine à prendre. Donc la question, le mécanisme des coûts peut très bien être mis sur la table pour qu'il y ait une réduction des coûts de transport. Et lorsqu'on parle de mécanisme des coûts, ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui peuvent être budgétaires, qui peuvent être fiscales, qui peuvent même être liées à des facilités que le gouvernement décide d'accorder aux transporteurs. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être pris pour encourager les transporteurs qui perdent de l'argent. C'est beaucoup d'argent qui disparaît. Et au mois de mai, juin 2020, nous avons vraiment, nous journalistes, nous avons vraiment observé une crise au sein des transporteurs certains vendaient leurs véhicules, les bradaient même, les problèmes avec les propriétaires de véhicules qui n'arrivaient plus à rentrer dans leurs recettes. Ça n'a pas été remonté au niveau de l'opinion publique, mais c'était une crise très importante qui a secoué le secteur. Le gouvernement ne manque pas, et c'est mon point de vue, de solutions pour accompagner les transporteurs et leur permettre de respecter ce qu'on appelle mesures barrières. Même si la barrière dont on parle ne me semble pas efficace. Parce que là, on parle du port du masque. On oublie que le masque ne se porte pas toute la journée, qu'il faut au bout de 3 heures, et c'est l'un qui a été malade peut très bien nous l'expliquer, au bout de 3 heures, on doit changer de masque. La recette, c'est 10 000 francs. Le masque, aujourd'hui, heureusement, dans certaines places, on voit que le prix a baissé, il est revenu à 100 francs. S'il faut payer un masque, 3 masques lavables. On dit lavable, mais on sait très bien qu'au Cameroun, même l'eau, c'est souvent difficile. Vous voyez que chaque fois qu'on avance, on peut se retrouver dans un sujet encore plus complexe. Restons donc sur le principe d'acheter un nouveau masque à chaque fois. Donc ça fait 3 masques, ça fait 300 francs par jour. Sur un mois, ça fait un gros budget pour un transporteur. Donc je pense que l'État, qui aujourd'hui campe sur ses positions, il y a le coût du stylo à billes qui peut être vu. Vous savez, le stylo à billes ne coûte pas 100 francs dans la commande publique. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent comme ça être touchés pour permettre aux transporteurs d'amortir les pertes qui sont liées à leur baisse de recettes. Je voudrais pour terminer dire, on est même en train de parler dans le vide à Nogefak depuis que la crise a commencé. Quelle enquête a été menée? Quel rapport a été produit pour dire aujourd'hui en dehors du GICAM, qui était un rapport vraiment global parce que c'était que des consultations, pour dire dans le secteur des transports, la recette a subi tel montant, telle réduction et on a abouti à tel. Parce que c'est ça qui permet d'avoir de très bonnes décisions. Aujourd'hui, on est en train de parler... Qui devrait le faire? Le gouvernement peut le faire. Il y a des think tanks qui peuvent le faire. Mais puisque c'est le gouvernement qui a en quelque sorte, cette carte du gouvernement, c'est peut dire l'État. Les syndicalistes peuvent aussi le faire. Les syndicalistes peuvent le faire, mais pour produire un rapport, il faut bien de la ressource. Donc, on est comme ça en train de faire une navigation à vue. On n'a aucun indicateur là-dessus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour que la question du transport, une fois de plus, qui est au cœur de la crise
soit résolu. Parce que si le transport n'est pas résolu, qu'on n'espère pas mettre un terme ou encore faire reculer même seulement la crise. Alors, je voudrais te rassurer, Freddy Chouta, que nous jouons notre rôle, nous questionnons ce qui est questionnable, nous jouons notre rôle de relais de l'information vers nos téléspectateurs. C'est pour ça que nous vous avons invité sur ce plateau, justement, dans le sens de l'information dont le public a droit. Alors, Jean Colès Desfossoquin, je voudrais avec vous, parce qu'on parlait de la baisse des coûts des hydrocarbures, justement, certains parce que baisser ce coût aujourd'hui, c'est asphyxier l'État, compte tenu des charges importantes que cela engendre et que l'État a déjà beaucoup de choses à gérer. D'abord cette pandémie et les guerres qui entourent le Cameroun aujourd'hui à l'extrême nord et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, j'ai entendu madame dire que nous sommes en guerre et en période de guerre, chacun doit faire un effort. Oui. Il faut donc que madame comprenne qu'il y a des personnes dans la vie qui font tellement d'efforts chaque jour qu'en temps de guerre, c'est eux qui méritent, n'est-ce pas, qu'on ait un regard sur eux, parce qu'on les appelle les pauvres de la société. Et dans le secteur du transport, les taximens et les mototaximens passent pour être les parents pauvres du secteur. Vous comprenez? Vous avez fait bien de dire que dans l'interurbain, par exemple, il n'y a pas de surcharge, ils ont 4, ils ont 5 places, mais dans le taxi, ils sont obligés. Encore que ce n'est pas fondé. Hein. Et maintenant, quand on dit la question du carburant, on peut faire ce qu'on appelle la subvention ciblée. Vous comprenez? Parce que tout le monde ne mérite pas payer le carburant au même prix. Le taximan ne doit pas payer le même prix que vous, au même prix que vous, madame le docteur. Non, ce n'est pas juste socialement. Le taximan, lui, quand il a payé un carburant, c'est pour transporter les élèves à 500 francs pour aller à l'école. Vous voyez, il essaie de suppléer l'État dans son rôle régalien. Je vais revenir à vous, Jean Colès Desfossoquin, mais je voudrais vous inviter, madame, messieurs, de regarder cette petite vidéo qui, justement, illustre de cette surcharge dans le secteur du transport interurbain. On va revenir tout de suite pour dire quelques mots là-dessus. Voilà, alors on va faire le tour rapide, c'est un tour de fin parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Je vous prie de prendre 10 secondes de chacun. Je vais commencer par la dame. Madame, actuellement, que faut-il faire pour que les mesures soient respectées dans le secteur de transport? Il faut beaucoup de citoyenneté, éducation à la citoyenneté. Il faut lutter contre l'incivisme. Nous devons prendre conscience que la maladie existe et qu'ensemble, nous pouvons la vaincre. Samuel? Alors, rapidement, je voudrais dire sur la question du carburant, il ne faut pas se leurrer. C'est difficile d'aborder cette question en ce moment parce que le choix du prix du carburant répond à beaucoup de contingences, notamment, c'est même une question de souveraineté. Voilà, donc c'est très, très délicat. Maintenant, la maladie est là. Les Camerounais doivent se protéger, ils doivent faire fi de tout ce qu'il y a comme controverse autour. Ils doivent privilégier leur santé, leur vie. Parce et prendre conscience. Freddy Chouta? Bon, le transport est au cœur de la crise. Pour faire reculer le corona, il faut assainir le secteur. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que le président de la République trouve de nouveaux challenges au niveau du département ministère des Transports pour impulser une nouvelle dynamique. En une phrase, Jean Colès Desfossoquin. Dans les 48 milliards qui était le budget du ministère des Transports pour l'année 2021, je n'ai pas beaucoup vu parler de Covid dans ce budget-là. Vous comprenez donc que ce ministère ne s'y est pas beaucoup intéressé. Toutefois, je demande à mes camarades de rester très vigilants parce que cette maladie existe. Portons nos masques, faisons ce qu'on peut pour barrer la route à cette maladie. Merci messieurs, merci madame d'être venus échanger avec nous dans le cadre de cette émission, le débrief de l'actualité de ce mardi. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Ne bougez pas, le grand journal, c'est dans quelques minutes. Michael Tipkio vous plonge au cœur de l'actualité de ce jour. C'est bien pour vous qui êtes déjà devant votre petit écran. Annoncez le journal à votre voisin. Nous vous revenons demain avec une autre thématique et d'autres invités aussi sympathiques que ceux d'aujourd'hui. À demain.